Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café, en faisant rire Catherine. J'avais pas compris qu'on avait commencé. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une fête surprise? Où suis-je? Il y a un squelette là-bas! Oh mon Dieu! Oui, si vous regardez la vidéo, on a Oscar à la batterie. Il est toujours surpris. Okay. Il est constamment surpris. Alors, Catherine, Merveilleux. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va. Je passe après-midi avec ma meilleure amie. Oh, c'est le fun! On a du nouveau café. Oui. Qu'est-ce qu'on boit, là? J'ai oublié de penser. Ben, c'est ça, je me disais. On est parti trop vite. On est parti trop vite! Oh non! Moi, je fais du ASMR de gorgée de café dans le micro en attendant qu'on décide un café à présenter. Je vais regarder ceux qui ont écrit Black coffee par les auditeurs. and some hand-me-down blues. C'est pas ça que ça dit, la chanson? Ça se peut. Oui, hein, c'est une toune, ça, de Sarah Vaughan. Oui. J'ai pas inventé quelque chose, c'est une vraie Non. chanson. Ouais, ouais. Sur le Black Coffee. OK, parfait. Oui. Alors, Couleur café. J'aime ta couleur café. Qui est moi avec ma peau très pâle, qui est la couleur de mon café avec beaucoup de lait dedans. C'est ça que ça voulait dire, la Et chanson. voilà. Non, pas ma tout. mon Vas-y. café est foncé comme mes cheveux. Ah, c'est bon, ça, vas-y. Et ton âme. Exactement. Mhm. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est une recommandation d'une auditrice qui s'appelle Karen Boyce. Elle nous recommande Quel beau nom! le Koma Rosta, qui est un torréfacteur et petit restaurant japonais situé à Verdun. Comment Rosta? Koma Rosta. Oh! K-O-M-M-A, Ah, OK. espace R-O-S-T-A. Je trouve que c'est original comme suggestion, alors j'ai décidé que c'est ce que je vous disais aujourd'hui. Alors, elle nous a écrit pour nous recommander cet endroit. On n'a pas malheureusement eu le plaisir d'y aller, mais sur les photos, je trouvais ça très mignon. Puis, je trouve ça le fun aussi de dire qu'il y a des cafés autres que juste les panini habituels. Alors, si ça vous intéresse, je répète, c'est le Koma Rosta, qui est situé à Verdun. C'est un torréfacteur et restaurant japonais. Donc, merci beaucoup, Karen, pour la recommandation. C'est super gentil et on espère que tu vas aimer l'épisode d'aujourd'hui. Puis, juste avant de commencer, parce que je sais qu'on va oublier, on voulait juste vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, ça va être le dernier avant juillet, parce que Catherine et moi, nos vacances ne tombent pas en même temps cette année et on a toutes les deux prévu de voyager. Alors, ça aurait été un petit peu trop compliqué pour nous d'enregistrer et de mettre les épisodes en ligne. Alors, on va se donner des petites vacances, profiter de nos voyages et on vous revient au mois d'août pour plus d'histoires de café et de crimes. On espère que vous ne nous en voulez pas trop et on vous promet qu'il y aura bien entendu l'épisode bonus Ah oui! de l'été. Mais là, on sait même pas il est sur quoi. On sait pas il est sur quoi, mais il va exister. Il va falloir qu'on décide un thème avant. Bientôt.
Bon, On j'ai en beaucoup parlera de dans café l'auto aujourd'hui. Je suis en train de m'enfarger dans mes mots. Et ça va mal parce que c'est moi qui raconte aujourd'hui. Alors, Oui. justement, Catherine, qu'est-ce Oui. que tu nous racontes? Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la mort d'Auguste Lemieux. Voilà. Voilà. C'est ça. T'es prête? L'histoire de la mort, point. Point. Oh my God. C'est l'histoire de la mort depuis le début de l'humanité. Je vais vous nommer tous les gens qui sont morts depuis le début de En l'humanité. ordre alphabétique. Alors, non! Ça serait le pire épisode. C'est le pire podcast sur Terre. Ça serait vraiment dole. Mais tu sais, il y a une musique, tu sais, comme la musique de graduation, le pompe et circonstances. Pendant que je raconte tous les gens qui sont morts en ordre alphabétique. Alors, non, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort d'Auguste Lemieux. D'accord. Alors, Rip, bro. RIP, bro. Alors, je vais commencer par faire un petit aparté. Ces dernières semaines, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai eu une crise d'introspection du calice. Je me suis demandé quel est le crime, puis-je et qu'acoustiquais-je? Et surtout, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? On en a déjà parlé, mais je vais juste le mentionner brièvement pour ne pas vous gosser avec ça, mais on a reçu plusieurs commentaires pas très chill dans les dernières semaines, genre des commentaires qui étaient pas du tout constructifs, juste insultants, comme vous êtes des filles qui ont des voix fatigantes et qui n'ont pas de culture, ce qui me semble être juste une insulte gratuite. C'en est une, je confirme. Ah bon, voilà, ce n'est pas constructif en tout. Ça m'a fait penser beaucoup à ce que je veux couvrir comme cas et surtout pourquoi qu'on fait ce projet-là. Si c'est pour recevoir autant de marde par la tête, je sais pas pourquoi exactement qu'on reçoit ça. Mon chum me dit que plus on va être écouté, plus on va recevoir des commentaires de la sorte parce que c'est juste le lot de la célébrité. Et je comprends, mais ça n'empêche pas que se faire traiter d'idiote par des inconnus cachés derrière leur pseudonyme Internet, ce n'est jamais facile. Bref, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que j'allais arrêter de lire les commentaires d'abord et continuer pour ceux qui nous aiment, ceux et celles qui nous aiment, et surtout faire des cas qui m'intéressent. Parce que mes intérêts sont vraiment très niches, alors c'est ça. Au diable, les meurtres random. Je m'étais forcée pour faire l'histoire de Justin Bressa, là. Mais il y a des gens qui sont là pour les meurtres niches. Oui, ben c'est ça. J'ai décidé que, tu sais, on fait ça pour nous. Puis surtout, c'est ça, les gens qui nous laissent des mauvais commentaires, c'est comme, on fait du contenu gratuit qui est disponible à tout le monde, puis t'es pas obligé de l'écouter. Fait que si t'aimes pas ce qu'on fait, au lieu de nous dire qu'on a le vocabulaire d'une petite fille de 3e année qui va couler son examen de français, tu peux juste passer ton chemin puis écouter d'autres choses. Et puis que dans ton aussi, propre faire message, ton propre il y a podcast. 45 fautes d'orthographe. Aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est parce qu'on a beau faire les toughs. À un moment donné, je commençais à trouver que c'était comme un peu insultant. Puis c'est ça. Tout ça, c'est arrivé pendant que je suis en train d'écrire le dernier cas de Justin Bressa. Je me suis dit, OK, tu sais, je vais me forcer, je vais faire quelque chose qui va être plus crowd pleaser, parler d'un cas contemporain. Puis tout. Puis j'ai réalisé, dans le fond, là. Il va toujours avoir des haters. Oui, à courir après le crowd pleasing puis essayer de faire ce que je pense que les gens veulent que je fasse, je me fatigue puis c'est plus le fun. Puis on fait ça bénévolement, puis on fait ça pour le fun, puis justement, il faut que ça reste plaisant. Le fun pour nous, mais je pense qu'en général, on peut faire un appel à la civilité en ligne. Là. Des fois, j'en reviens pas à quel point les gens peuvent être incroyablement arrogants, insultants, vulgaires, envers des gens qui font du contenu clairement par plaisir. Ouais. Donc, je parle de jeunes femmes qui font des vidéos Instagram où est-ce qu'elles montrent l'histoire du maquillage puis qui se font traiter de laides, qui se font dire qu'elles ont un gros nez, des personnes qui montrent leurs recettes préférées puis qui se font dire qu'ils mangent comme des grosses truies. Ouais. Je pense que c'est peut-être le moment de prendre un petit moment de recul puis se demander si laisser des commentaires comme ça sur un contenu qui s'adresse même pas nécessairement à nous, si c'est vraiment nécessaire. Je veux dire, je pense que dans la vie, les gens ont le droit de faire les choses qu'ils veulent parce que ça leur fait plaisir. Mm-hmm. Puis moi, que quelqu'un mette des vidéos Instagram sur sa collection de timbres, est-ce que ça m'intéresse? Pas particulièrement. Moi, ça m'intéresse. Mais que je lui écrive que c'est nul puis va te suicider, je pense que tous les deux, on ressort pas plus grandi de cette expérience-là. Mais non, c'est ça. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je voulais en parler en introduction parce que, pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire ce cas-là, puis comment je veux m'aligner avec mes cas futurs, parce que, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'aime pas le feedback, puis on reçoit du bon feedback. Oui. Des fois. Puis c'est ça, ce qui concerne le contenu, comme la personne, tu sais, shout-out, la personne qui m'avait écrit pour me dire de faire attention à mes jokes sur les politiciens de droite, j'ai fait le cas de Camillien Hood, qui est un politicien conservateur, puis c'était vraiment un homme incroyable, puis, tu sais, je pense que là, on a offert quelque chose qui était plus nuancé. Ah oui. Mais je veux dire, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire « Vous manquez d'empathie ».
on se les pose, ces questions-là. Puis justement, on a la réflexion sur l'empathie dont on devrait faire preuve quand on parle des cas. Puis on fait des jokes, on fait pas des jokes sur comment les gens sont morts ou le fait que les gens sont morts dans des circonstances terribles, particulièrement pas les enfants. Ça, c'est juste un peu gratuit. Puis je veux dire, si ça tombe pas dans tes goûts, t'es pas obligé de nous écrire pour nous le dire. Malheureusement, c'est pas constructif. Non, mais je tiens aussi à dire que j'ai vu sur beaucoup de podcasts québécois animés par des femmes des commentaires qui ressemblaient à ce que nous, on reçoit. Ouais. Des insultes, vos voix sont fatigantes, j'aime pas ce que vous faites, fermez vos gueules, puis allez vous tirer en bas du pont. Mm-hmm. C'est parce que si vous continuez comme ça, à un moment donné, il n'y en aura plus ce contenu. Ouais. Parce que nous, justement, on n'est pas payés pour faire ça. On a des emplois dans la vie. Nous, on fait ça parce que ça nous apporte beaucoup de plaisir. On aime ça passer du temps ensemble. On aime ça se raconter des histoires. Ça a toujours été ça notre but. On parle beaucoup de santé mentale aussi pour vous rappeler que c'est une conversation qui est possible d'avoir. Nous, on veut ouvrir la porte là-dessus. On veut enlever les tabous. Mais à un moment donné, si tout ce qu'on reçoit, c'est de la chenoute, Ouais. je veux dire, l'épuisement des créateurs et des créatrices, c'est vrai, là. Mm-hmm. Je vais vous rappeler qu'il y a des journalistes qui ont quitté leur emploi, comme Lily Boisvert, que j'adore, que je trouvais tellement pertinente. Elle a carrément arrêté d'écrire parce qu'elle n'en pouvait plus de recevoir des insultes. Fait que je veux dire, je pense qu'il y a une certaine réflexion à avoir, puis c'est pour ça que souvent je veux faire des cas de violence envers les femmes pour nous rappeler que malheureusement, la situation, elle avance, mais pas si vite que ça, parce que vraiment, c'est beaucoup les femmes qui reçoivent des insultes sur Internet. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a une réflexion à faire, là. Comme de prendre un moment, quand vous entendez quelque chose que vous aimez pas, de respirer, puis de vous dire « OK, ce contenu-là, il est pas pour moi ». Comme moi, quand j'ai fait mes recherches sur l'enlèvement de Nicolas Tiflidis, là, les articles étaient dans le Journal de Montréal. Mm-hmm. Je les voyais passer, les articles de Mathieu Bock-Côté, là. Mm-hmm. Je les lisais pas, je sais que c'est pas pour moi, je sais que ça va juste me faire pogner les nerfs. Mm-hmm. Comme des fois, il faut avoir un moment de réflexion, puis de comprendre qui on est, puis de se dire « ceci ne s'adresse pas à moi », puis cette personne qui a créé ça ne me doit rien à moi personnellement. Mm-hmm. Donc, Catherine et moi, on crée ce contenu-là de cette manière-là, qui est la manière qui nous parle à nous deux, qui est en lien avec nos convictions dans la vie. Vous le savez qu'on est féministe, vous le savez qu'on est des femmes de gauche. Mm-hmm. Si c'est contre vos valeurs à vous, Puis vous le savez qu'on fait de l'humour noir aussi. vous le savez qu'on aime rire, je veux dire, vous passez au prochain podcast, là. Ouais. Il y a des podcasts qui vont répondre à vos attentes. Vous n'êtes pas notre public, tout simplement. Ouais. Comme moi aussi, il y a de la musique que je suis pas son public. Je suis pas le public de certains humoristes. Puis c'est correct. Le monde a pas à tourner autour de moi. Tout simplement. Ouais. Il y a du contenu pour vous, puis il y a du contenu qui n'est pas pour vous. Puis ce contenu-là, il est pas mauvais. Il est juste pas pour vous. Tout simplement. Ouais. Alors, voilà, c'est le message qu'on voulait vous dire. Ouais. Mais merci à tous ceux et celles qui nous ont écrit des messages positifs, qui nous ont dit que vous aimez ça, qu'on apporte la lumière dans votre journée, que vous aimez ça prendre votre café avec nous. Ça nous met un gros baume sur le cœur. Mm-hmm. Puis merci aussi aux gens qui ont carrément écrit sur Apple Podcast pourquoi vous avez autant de mauvaises critiques. Moi, j'adore ce que vous faites. Mm-hmm. Fait que merci beaucoup. Merci aux gens sur le Discord aussi qui sont là pour mettre de la lumière dans nos journées à nous aussi. Fait que merci aux gens qui sont là. Puis merci à toi, Catherine. Bon, mais ça m'a déprimé de dire ça. Puis c'est juste le début de mon cas. Ah, mais en tout cas, c'est ça. Je voulais le dire en début d'épisode parce qu'on avait déjà parlé, mais on en parlait à la fin. Puis je me disais, tu sais, les gens qui détestent ce qu'on fait puis qui nous écrivent des mauvaises critiques et tout, ils se rendent pas à la fin. Fait que je voulais juste dire au début de l'épisode, regarde, si ça vous intéresse pas, arrêtez tout de suite votre écoute. Et surtout, n'écrivez pas pour me le dire. Parce que, comme on dit, ce n'est pas un aéroport, vous n'avez pas besoin d'annoncer votre départ. Non. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime, c'est raconter des vieux cas de l'ancien temps, puis rire des noms des gens, puis faire des blagues politiques, puis faire des jeux de mots mal placés. Voilà. Ça, c'est mon lore, comme j'aime dire. C'est ton lore. Et je sais que c'est pas ça que ça veut dire, lore. Écrivez pas pour me le dire non plus. C'est une blague entre nous deux. Alors, trêve de discussion, Downer. Voici mon cas. Donc aujourd'hui, aux chroniques de Catherine vous raconte des crimes de l'ancien temps. Je vais vous parler du triste sort d'Auguste Lemieux, dont la mort a inspiré l'écrivain français Louis Hémon pour écrire une partie de Maria Chapdelaine. Oh là là. Oh là là! C'est drôle parce que toi aussi, t'as une chape de laine présentement. Je suis littéralement Maria Chapdelaine. Et donc, pardon.
Alors, comme disent les jeunes, si vous savez, vous savez. If you know, you know. Non, mais c'est ça, on va en revenir à la fin de ma... Deadass. J'ai plein de belles expressions comme ça dans mon texte aujourd'hui. Alors, afin de reconstituer cette histoire du bon vieux temps, j'ai consulté une pléthore de vieux journaux, de vieilles journaux, et je suis tombée dans une terrier de lapin, je fais comme dans une galaxie près de chez vous, de lecture de vieux journaux. Saviez-vous que, par exemple, dans le temps, on écrivait dans les journaux quand les gens partaient en vacances? Style, Mademoiselle une telle, la sœur de Madame Monsieur Chose, parce que les femmes n'avaient pas de nom dans ce temps-là, sera de passage à Longueuil du 1er au 8 mai prochain. Vous la saluerez. Hey, oh my God, j'ai perdu tellement de temps quand je suis tombée dans cette page-là, dans le journal, là, c'était insane. C'était comme, oh mon Dieu, Monsieur Chose, un jeune célibataire qui est encore disponible, mesdames, sera de passage à la prairie de... À tel motel, la porte n'est pas barrée. J'étais comme, mais voyons donc, pourquoi c'est écrit là, tu sais, mais en même temps, regarde, tu lis ça, puis t'es comme, oh, mon ami Georgette est allé en voyage. Bon, voilà. C'est vrai, tu peux pas texter quelqu'un, hey, je vais être en ville. Non, c'est ça. Fait que j'ai passé des heures à lire ça, puis j'ai complètement perdu le focus, puis peut-être que j'ai un déficit d'attention très léger, qui sait. Voilà. Peut-être. Bref, une pléthore de vieux articles. Si vous voulez mes références, écrivez-moi un peu de crime@gmail.com. Je vais vous envoyer mon script avec grand bonheur. Oh. Alors, voici l'histoire d'Auguste Lemieux. Auguste Lemieux était un estifi de bon gars. Oh. Né en 1877 à Jonquière, au Québec. Il était un bon Jack, dont nous ne possédons pas de photos, parce qu'il est né en fucking 1877 et qu'il était un pauvre. Oh non! Un pauvre, en d'autres mots. Il y avait juste des personnes privilégiées qui se faisaient prendre une photo en 1877, j'imagine. Traumatisé. Mais non, c'est ça, il n'y a pas de photo de lui. Auguste a épousé Louise Lavoie le 29 mai 1899 à Mistassini, lorsque lui et sa femme avaient respectivement 23 et 22 ans. En 1900, ils ont accueilli un premier fils, Adjutor, qui a un nom magnifique. Qui avait un nom magnifique? On dirait le nom d'un Transformer. Adjutor. Adjutor Transistor. Puis un deuxième, Louis, bien plus tame, en 1903. Fun fact. J'ai beaucoup de fun facts. Comment tu dis ça dans ton script? Pas des faits amusants? Oui, des faits amusants. Ben moi, je dis des parenthèses. Ah, ben moi, je veux dire fun fact. D'accord. Fun fact. Ils ont des descendants au Québec aujourd'hui encore. OK, On les attendez-vous à salue. sombrer dans une abîme de généalogie random avec moi. Adjutor a épousé en juste noces une dénommée Julia. Là, j'ai décidé de taire les noms de famille, tu sais, parce que, bon. Ils ont eu un fils qui s'appelait Raymond, qui lui-même s'est marié avec une Monique, et a eu un fils en 1957 qui s'appelait Michel. Et Michel est aujourd'hui décédé, mais il avait eu 2 enfants avec sa femme, Diane. Et ses enfants, dont je ne connais pas les noms, sont encore des nôtres. Oh my God, on vous Ils ont salue. comme l'âge de nos parents. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont notre âge, qui sont des descendants et des descendantes d'Auguste Lemieux. Oh my God! Là, jusqu'à date, vous savez pas c'est qui Auguste Lemieux, fait que vous vous en sacrez, mais à la fin, vous allez trouver ça intéressant. Mais le pire, c'est que des Fin fois, du on est fun comme, c'est impossible que quelqu'un le connaisse. Il y a quelqu'un qui nous écrit, oui, bonjour, c'était mon voisin. Oui, c'est ça, tout le temps, tout le temps. Alors, Auguste était comme un coureur des bois. Je pensais que tu allais dire un coureur de jupons pour une raison que j'ignore. Non, il était un coureur des bois, il n'était pas un coureur de jupons. Courait juste Louise. Il était un guide qui se promenait dans la forêt et escortait des riches messieurs dans les grandes étendues sauvages du Canada, plus spécifiquement les grandes étendues de ce qui est aujourd'hui le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Ça fait peur, ça. Oh, ça fait bien peur! Par là, Et là, je me suis forcée bien gros pour être capable de prononcer comme faut les noms des places. Alors, ne m'en tenez pas rigueur. Si ça marche pas, vous savez que je prononce les noms tout croche, comme celui de Jonathan Bethez, que j'appelais Jonathan Bethez, mais en fait, c'était Jonathan Betté. On fait de notre mieux, on le promet. J'essaye. Hey, j'étais allée sur des sites de prononciation, puis ils disaient la prononciation de tel mot, puis j'étais comme, je suis pas trop sûre. En tout cas, le 5 septembre 1907, Auguste Lemieux s'est mis en marche dans les grandes forêts du Saguenay. Il escortait 2 trappeurs qui travaillaient pour la compagnie de la baie du Thon, soit le français Joseph Grasset, qui n'avait pas encore 30 ans, et le guide belge Victor Gabriel Bernard, dit Gabriel Bernard, dont l'âge n'était pas spécifié, et qui semblait ne pas avoir impressionné personne avec son vécu, parce qu'on ne sait strictement rien de lui, mis à part le fait que, par la suite, les gens ont théorisé... Il était belge, il savait écrire, et par la suite, les gens ont théorisé qu'il n'avait aucune aptitude de survie en forêt. C'est un peu bitch. Fax, no printer. Voilà. Le fait est que notre boy, Joseph Grasset, parce que ça va devenir notre boy, Oh là là. payait Auguste Lemieux et aussi Gabriel Bernard, qui était aussi son 2e guide, mais qui était belge, donc qui connaissait pas le Canada. Donc pourquoi était-il son guide, c'est pas clair. Mais il les payait chacun la somme faramineuse de 25 piastres par mois pour le guider à travers les forêts de la Côte-Nord. OK, mais dans ce temps-là, c'était beaucoup.
Je sais. 25 Au début, je pensais que c'était 25 pièces par jour. Puis j'étais comme, oh my God, il était Oh mon Dieu, riche! c'est un Non. millionnaire! Non, C'était Elon non, Musk. c'était 25 pièces par mois. À travers les forêts de la Côte-Nord, en expédition de trappe aux alentours du lac Waswanipi, qui est situé dans ce qu'on appelle aujourd'hui Eosti Bay James, sur une terre réservée Cree. Les hommes se sont mis en marche et, selon toute vraisemblance, ils n'ont pas été très chanceux dans leur chasse. Après près de 3 mois de chasse dans les forêts du Saguenay de la Côte-Nord, le petit groupe a commencé à manquer de vivres. Ils ont décidé de se séparer. Ils étaient alors au croisement des rivières Obatogamo et Chibougamau depuis la mi-octobre. Donc, ça faisait comme plusieurs semaines qu'ils étaient là, puis c'était leur campement. Mais ils avaient presque fini les vivres de ce campement-là. Alors, ils ont décidé que Grasset allait rester où ils étaient et Lemieux et Bernard se mettraient en marche vers le camp près du lac Chibougamau qu'ils avaient auparavant monté et dans lequel ils avaient caché des provisions au courant de l'automne. Grasset ne pouvait pas les accompagner immédiatement pour des raisons que je vais vous révéler plus tard. Mais ils devaient les rejoindre après quelques jours et ensuite, ils pourraient tous les trois repartir pour retourner à Roberval, d'où ils étaient partis. Grasset avait son chien avec lui, parce qu'il y avait un chien chasseur. Oh. Donc, il avait son chien, Un petit une peu partie des provisions, et tout était golden. Il allait se reposer, là, on va Hey. en parler plus tard pourquoi il se repose, mais il allait se reposer. Et Lemieux et Bernard, quant à eux, avaient des provisions aussi, mais il y avait aussi en leur possession environ 300 $ de fourrure qu'ils avaient l'intention de vendre une fois arrivés à Roberval. Oh, il va être pas mal slick. Oh, tabarnak! La pétaille n'était pas arrivée pour leur lancer des seaux de peinture rouge. Une expédition de chasse de même, là, je vous laisse deviner que ça ne prend pas quelques heures. Donc, l'expédition de Joseph Grasset et compagnie était censée rentrer à Roberval à la fin décembre 1907 ou janvier 1908, au début janvier au maximum. Et pendant leur absence, la machine à rumeurs allait bon train, parce qu'on n'avait pas de texto dans ce temps-là pour se dire « Georgette s'en vient en ville ». Alors, les habitants de la région les croyaient morts de froid ou mangés par des fauves selon le soleil, ce qui démontre l'importance de préserver les écosystèmes parce que, il y avait des cougars dans la région à l'époque. Oh my God! Fun fact, Des gros chats. le cougar de l'Ouest, de son nom scientifique Felis concolore, était présent au Québec jusqu'à l'an 1925 environ. Puis, il a disparu et il a été revu en 2005. Il est des nôtres! Il est revenu! Il est des nôtres! nôtres! Il a est mangé des des voyageurs comme les les autres! autres! Yay! Alors, là, en janvier 1908, pas de nouvelles de l'équipée de Joseph Grasset. Un nouveau groupe de chasseurs s'est aventuré dans les forêts du coin. Il s'agissait de Gordon et Gladstone Mackenzie, 2 frères, Oh. qui étaient trappeurs pour la Mackenzie Trading. Et ils étaient accompagnés de 2 guides Inuits, dont on parlait en termes vraiment racistes dans les journaux. Oh, tu m'étonnes! Ces deux hommes, en fait, cet homme et son fils, s'appelaient Joseph Kurtness. Il était chef de la communauté Innu de Merchteuilats. Ouf, j'ai de la misère à prononcer ça. J'espère que vous avez compris, je le dirai pas 2 fois. Qu'on appelle aussi Pointe Bleue. Oh. Comme les personnes comme moi qui savent pas prononcer les mots. C'était donc Joseph Kurtness et son fils Gabriel. Joseph Kurtness était âgé d'environ 38 ans. Il était né dans le village de Merchteuilats et était marié à une dame nommée Mary Victoria Robertson, âgée de 31 ans. Oh. Son fils Gabriel était âgé d'environ 13 ans. Il était le fils de Louise Jourdain, qui était la femme de Joe en premier mariage et qui était décédée en 1901. Oh. Joe Kurtness avait aussi une fille, Maude, née en 1907, donc il n'était qu'un tout petit poupon au moment où cette histoire s'est déroulée. Oh. Parenthèse. Pourquoi vous racontais-je ça? Parce que, mettons que j'ai été pas mal scandalisée par la manière dont on parlait des Autochtones dans les journaux à l'époque, et parce que j'aime faire de la recherche généalogique, alors j'ai cru mettre mes talents à bon escient en consacrant un mini-peu de cet épisode à la vie de Joe Kurtness. On va y revenir un petit peu plus tard, mais donc je voulais vous dire que c'était pas juste comme du monde random qui était qualifié par des surnoms vraiment terribles d'un journaux. Quoi, les personnes autochtones maltraitées dans les journaux de l'époque? Attends, je m'en vais chercher mon chapeau surprise. Ces gens avaient des noms et faisaient des choses, et lui, en plus, il était chef d'une communauté. Voilà. Bon, ben, c'était Il quoi? n'était pas des mots qui commencent en S. Non, c'était exactement ce mot-là qui était utilisé dans les journaux. Comment ai-je fait pour le Je ne deviner? sais pas. En tout cas, Joe et son fils Gabriel ont croisé un autre autochtone qui portait le magnifique nom de Côme Étienne. Et Côme Étienne leur a dit avoir vu un campement de personnes caucasiennes, un campement de blancs. Bon, oui, ça c'est correct. Du Près monde qui pogne du les coups lac de soleil. Obatogamo. Armés de leur courage, ils sont allés là. Il n'y avait personne au campement, mais il y avait des preuves d'occupation humaine. En effet, ils trouvèrent des vêtements brûlés et une note pas mal inquiétante qui disait, et je cite, « Pas trouver la cache, nous sommes sans provisions. Rejoignez-nous au plus vite. » Signé V.G. Bernard, 28 décembre 1907, midi.
PS, si vous pouvez, amener de la poudre et des cartouches. La peau de castor est dans la tête du toboggan. Le parti de chasse était... la gang de chasse, là, les chasseurs, les trappeurs et tout. Ils étaient alarmés par cette note. Plus de provisions au 28 décembre, puis là, on est à la fin janvier. OK. OK, ça va mal à la shop. Amener de la poudre. Ah, c'est comme le juré de Nicolas Tuplidis. Oui, c'est ça. Amener du weed. Allez, oui, c'est ça. J'aimerais avoir mes petits jujubes au CBD, s'il vous plaît. Oui. Donc, le groupe de chasseurs a fouillé les alentours pendant 10 jours, puis s'est résolu à rentrer en ville le 28 janvier, bredouille. Le 2 avril suivant, une nouvelle équipée menée par Gladstone Mackenzie est partie pour le lac Chibougamau, mais ils ont été forcés de faire demi-tour à cause d'un imprévu dont la nature n'a pas été relatée dans les journaux. Et une nouvelle... tempête de neige. Il y avait une vente au labé. Oh là là! On peut pas manquer ça! Une nouvelle équipée est donc partie le 26 avril, menée cette fois-ci par Gordon Mackenzie et une autre personne qui s'appelle Alfred Perron, que je sais pas c'est qui, puis j'ai pas été capable de trouver de détails sur lui, et ça me rend folle. Il était disponible ce jour-là. Il était disponible ce jour-là, on sait pas Rien à c'est qui. Bon, viens-t'en. Allez t'aider. Ils ont fouillé autour des campements abandonnés et ont trouvé des vieux guns non identifiés, qui désormais n'étaient plus dans le banc de neige, on s'entend, là, parce que la neige est en train de fondre. Là. À ce stade-ci, tout le monde pensait que c'était peine perdue jusqu'à ce que le 9 mai, Joe Kurtness, lui encore, oui, ce monsieur S. Non, pas du tout. Joe Kurtness et Gordon Mackenzie se sont retrouvés aux abords du lac Ashwap-Mouchouane. Yes. Pour checker la glace. Pourquoi allait-il checker la glace? Je ne sais pas. Il voulait jouer au hockey. Mais moi, je pense qu'il faisait plus de la pêche à la glace ou qu'il voulait traverser ou quelque chose de même. Bon. Fait que là, Kurtness et Mackenzie ont fait une découverte atroce. D'abord, ils pensaient qu'il y avait un renard mort qui était pogné dans la glace, comme dans Yellow Jacket, mais pas un orignal, mais un renard. Ce qui n'est pas bien le fun, on s'entend. Et là, ils se sont approchés et ils ont réalisé que ce que c'était vraiment, c'était ben pas le fun. Je vous cite un article du Soleil qui était vraiment funky, vous allez voir. Ils s'avancèrent, et là, le spectacle le plus affreux s'offrit à leurs regards épouvantés. Oh my God! À leurs pieds, dans la neige salie et ensanglantée, gisait le cadavre d'un être humain atrocement dépecé et tailladé. Oh my God! Le cadavre était coupé en 2 parties. Les jambes séparées du tronc et le corps coupé par le milieu sous les côtes. J'aurais dû faire un trigger warning de détails dégueulasses. Oh my God! Oh my God! La poitrine avait aussi été coupée et le cœur détaché des autres organes de la poitrine pendait sur les côtes en dehors, attaché par quelques lambeaux de chair sanglante. Les intestins avaient été enveloppés dans la vareuse de la victime. Les jambes reposaient détachées du tronc, dépouillées des chairs à côté de la poitrine. La tête aussi, détachée du tronc, portait des traces de violence, une fracture à la tempe et une autre de l'apophyse maxillaire gauche, comme si on eût frappé l'individu avec le talon d'une hache. Quant au dépeçage lui-même, il paraissait évident qu'il avait dû être pratiqué au moyen d'une hache. Je savais pas que Stephen King avait déjà travaillé pour Le Soleil. Fin de la citation. Hey, ça, c'est comme... Wow, je pense que c'est la description la plus graphique qu'on a eue. C'était épouvantable. C'était un journal de milieu de semaine. Là. C'était comme un mardi, il y avait un article récapitulatif là-dessus, puis c'était comme... OK, il va y avoir une vente au labé. Fait que... Georgette, elle s'en va à Longueuil. Puis ce monsieur a été dépecé, ses intestins. What? Bon. Alors, Joe Kurtness et Gordon Mackenzie qui avaient trouvé, bon, ils ont commencé à crier et tout le reste de leur expédition a accouru. Emile et Eustache Robertson, 2 guides de Gladstone Mackenzie, qui étaient peut-être parents avec Mary Victoria Robertson, la femme de Joe Kurtness. J'ai juste pensé à ça, en tout cas. Donc, c'était peut-être des Inuits aussi. Ont immédiatement identifié le cadavre comme étant celui du pauvre Auguste Lemieux. Oh non, Auguste! Les hommes ont enterré le corps d'Auguste Lemieux à 40 pieds d'un poste de la baie du Tson. Et ensuite, ils sont rentrés chez eux et ils ont rapporté ce qu'ils ont découvert en envoyant une lettre à la police, ce qui était apparemment ça qu'il fallait que tu fasses dans le temps. Ah, d'accord. T'appelais pas la police parce qu'il n'y a pas de téléphone. Non. Bon. Ben, il y a peut-être c'est le début du téléphone, en tout cas. Maintenant, le 15 juin 1908, l'assistant procureur général Charles Lanctot a ordonné au coroner de Roberval, le docteur Constantin, de procéder à une enquête. Celui-ci a fait ordonner que soient exhumés les restes d'Auguste Lemieux. Et Joe Kurtness, pauvre lui, est envoyé dans le bois pour déterrer le cadavre. Et comme si c'est lui qui l'a trouvé. C'est lui qui a perdu la courte paille. C'est lui qui a perdu à la courte paille du racisme parce que c'est clairement pour ça qu'ils l'ont renvoyé là. I mean, oui. Oui, c'est ça. Puis là, pour le rappeler, une enquête du coroner, ça sert à déterminer s'il y a eu foul play. Non, mais s'il y a eu des circonstances suspectes dans la mort d'une personne. Donc, est-ce je veux dire, je pense pas que his body just did that. Hey! Peut-être que les cougars ont pris une hache et ont dépecé son corps, OK? Bon. Non, c'est pas les vélociraptors dans Jurassic Park.
Clever girl. Oh! Clever Oh, Cadet. Clever Cougar. Clever Cogar. Clever Phyllis Concolor. Clever Cogar est le nom de mon band. Trop bizarre, non? Oh! Alors, le même jour, un appel de la police est lancé pour retrouver Joseph Grasset et Gabriel Bernard, qui sont soupçonnés ouvertement dans les journaux d'avoir tué et mangé Auguste Lemieux. I mean... On pense néanmoins qu'il est possible que ceux-ci aient tué Lemieux, qu'il l'ait mangé et qu'il soit ensuite mort de faim pareil, parce que le cannibalisme, c'est mal. Puis aussi, comme, il y avait juste genre une jambe qui avait l'air d'avoir été mangée. Là, Ils ont give up après ça. non, ils ont give up après ça. C'était- Ou c'est se sont comme- empoisonnés. Ou C'était comme... pas leur saveur. C'était Non. comme, ça manquait de sauce barbecue. C'est ça, j'allais dire, ils voulaient une petite sauce barbecue pour aller à côté. C'était pas assez mariné. Mais là, comment savait-on que Auguste Lemieux avait été tué et non pas simplement mangé une fois que son cadavre était un cadavre? C'est vrai. C'est vrai. Il y a une bonne nuance question. ici, ça. Oui, il y a une nuance. Oui, oui. Eh bien, voyez-vous, les petits amis, il y a 2 éléments qui indiquaient que ce fut un meurtre et qui étaient relatés dans les journaux parce qu'apparemment, il écrivait n'importe quoi. Alors, d'abord, selon Le Soleil, je cite, « Un examen ultérieur du cadavre fit constater que la victime avait été frappée à la poitrine et au bas avec un couteau ou un poignard. » Ensuite, toujours selon Le Soleil, lorsque le cadavre a été trouvé, Joe Curtness aurait évalué le contenu de ses intestins et aurait déterminé que Lemieux, qui avait 30 ans et pétait le feu, on s'en rappelle, n'était définitivement pas mort de faim. Oh, il était plein. Il était plein. Oh, il avait mangé. Mais je veux dire, peut-être qu'il était mort d'autre chose. La grippe. Mais il était peut-être aussi mort d'avoir été frappé à la poitrine avec un coup de poignard. J'avoue que ça, c'est pas bon pour la santé. Non, ça, c'est dur de s'en relever Ouais. des fois. Alors, le 25 juin 1908, s'est ouverte l'enquête du coroner qui allait au final être ouverte pendant une estie d'éternité. Parce que, pour faire son enquête, le docteur Constantin a décidé qu'il devait passer en entrevue tous les Autochtones de la région de Mistassini, qui est la région où le crime s'était déroulé. Puis là, dans les journaux, parce que racisme, mais aussi ancien temps, ils avaient l'air de dire que le docteur Constantin devait marcher dans la forêt jusqu'à temps qu'il croise les Autochtones, jusqu'à temps qu'il ait croisé tous les Autochtones pour les questionner. Parce que, comme, il n'y avait pas des places où ils vivaient, ces gens-là? Oui, il y en avait. Donne-moi ta main, puis il faisait un X sur la main. Oui, Ok. avec un Sharpie. Oui. Il Toi, était- je t'ai OK, toi, vu. je t'ai vu. Voilà, on Toi. passe au prochain. Puis toi, donne-moi ta main. Fait que là, la police aidait aussi le coroner dans cette histoire. Et c'est là qu'on va rencontrer l'homme de la situation, qui va être Oh. l'homme de la situation pendant genre 1 minute et Je demie. t'écoute. Mais écoute, il s'appelait Georges Denis, parce qu'il est certainement mort aujourd'hui. Ça s'est passé en 1908. Je veux dire. OK. Le 2 juillet 1908, le brave limier de la police provinciale, Georges Denis, chef de la police de Québec et de la brigade de feu, et sur qui l'auteur de l'article de Fond du Soleil avait un crush sur un moyen temps, a commencé à se mêler de l'histoire. L'auteur de l'article du Soleil, qui n'était pas signé, tu sais, parce que dans Non. ce temps-là, c'est pas nécessaire, il disait « Le flair de M. Georges Denis servit admirablement cette fois encore, comme dans toutes les autres causes importantes qui lui avaient été confiées dans sa Oh. vie. » C'est pas si... Rare. Il sniffait bien. Il a dit aussi, Monsieur Denis n'épargna là-bas étant dans les forêts, ni peine ni fatigue, et n'hésita pas pour les besoins de la cause à s'enfoncer à son tour dans les solitudes des bois pour leur arracher leurs secrets de mort. Il se mit en relation avec tous ceux qui avaient connu les personnages de l'affreuse tragédie. Je pensais qu'elle s'est mis en relation avec tous les éléments de la nature. Non. Il questionne les arbres. As-tu vu quelque chose? Mais bref, lui aussi avait l'impression que c'était nécessaire de s'improviser explorateur de la forêt dans cette estie d'histoire, alors qu'on s'entend que la forêt avait déjà été explorée, mais Comme dans who la cares? classe américaine quand ils se déguisent. Oui, il faisait le journalisme total. Lui, il Journalisme faisait total. l'enquête totale. Le policier total. Bon, et là, il faut dire que la forêt, elle n'avait pas besoin d'être explorée parce qu'elle avait déjà été explorée, mais il paraît que le racisme systémique, ça n'existe pas. Fait que je pensais juste voilà, le mentionner c'est comme ça. Au passage, Le voilà. racisme, c'est mal. Oui, avoir des propos intolérants, il n'y a pas de tolérance, c'est mal. Dans son enquête, Georges Denis rencontra des Autochtones qui lui dirent... T'allais dire Georges Habit. Non, il s'appelait Georges Denis. Georges Denis, le limier le plus classe du monde, rencontra des Autochtones qui lui dirent avoir découvert le cadavre d'un homme qui était probablement Gabriel Bernard, loin dans le bois, mais quand le détective leur a offert de l'argent pour être mené au corps, ils ont refusé. On ne veut pas de ton cash. Non! Bon, pourtant, selon les dires de Joe Curtness, il était quasiment impossible que Bernard ait réussi à survivre tout seul parce que ce n'était rien qu'un Belge qui n'était pas habitué aux rudeurs du bois canadien. Et puis,
Il n'y tout avait à pas de coup... gouffre, il n'avait pas de frites, il ne pouvait pas survivre. Non. Ceci était une blague. Oui, absolument. Et puis tout à coup, Curtis a raconté à George Denis avoir croisé un autre autochtone dans le bois à 75 000 de l'endroit où avait été trouvé le mieux. L'autochtone nommé Je pense qu'il y en avait dans le bois. David, oui, je sais, il y en avait. Mais donc l'autochtone nommé David lui avait dit avoir croisé un Français, peut-être un Belge, l'année précédente, qui était ben amoché. Il lui avait demandé de le prendre avec lui comme compagnon de bois. Mais là, voyant qu'il était ben amoché et qu'il n'avait pas de provisions, David a refusé très sagement. Il était comme non, ça me tente pas de traîner un boulet avec moi. Je suis correct, là, ça va. 2 mois plus tard, il était repassé au même spot et il avait vu qu'il y avait désormais une croix plantée sur un petit talus de terre avec un petit bonhomme dessiné dessus et une date, sans doute comme une tombe improvisée. Oups. Whoopalay. Rip, bro. Pauvre monsieur. Non, mais c'est ça, fait qu'il était probablement mort. Étrangement, tout le monde a juste pris cette histoire pour du cash et en a déduit que Gabriel Bernard était mort dans le bois depuis tout ce temps, sans se poser plus de questions. Je veux Pour dire, l'instant. Survivre dans le bois, c'est tout un set of skills. Ben, je sais. Puis là, apparemment, il n'y avait aucun set of skills. Puis on connaissait même pas son âge, mais il savait écrire parce qu'il avait écrit la note de tantôt dont on est sans provision. Puis... Il a écrit sa propre tombe aussi. Absolument, comme Cadet Roussel. Ah. Donc, le brave limier Georges Denis a donc continué, il y a beaucoup de donc dans ma phrase, a donc continué son enquête dans le bois cette fois-ci, pour trouver seulement Joseph Grasset, interrogeant tous les pauvres autochtones qui avaient sans doute bien mieux à faire que de se faire harceler de la sorte par un esti de limier. À travers tout ça, il semble que Georges Denis n'ait jamais considéré que Grasset puisse être mort, lui aussi. Selon Joe Curtness, c'était probablement le cas. Mais il serait aussi possible que Grasset s'en soit tiré s'il avait eu la chance de croiser des gens de la compagnie de la baie du Son, par exemple, qui auraient pu l'escorter hors du bois. S'organisa donc une chasse à l'homme totalement incroyable qui va vous tenir en haleine pendant genre 30 secondes. D'un côté, P.K. McCaskill, le chef de la P.K. police Subban. de la province. Non, absolument pas P.K. Subban. OK. P.K. McCaskill, le chef de la police de la province, a lancé des missives à toutes les compagnies de traite de fourrure du coin avec un portrait du disparu, les priant de bien vouloir lui envoyer toute information pertinente pour aider à faciliter sa capture. Et pendant ce temps, le sexy et astucieux limier Georges Denis est entré en contact... Le limier le plus classe du Le monde. limier le plus classe du monde. Il a donné son en... portrait, c'est comme une grosse peinture à l'huile. Oui, très détaillé. Ils sont comme, voyons, mais vous connaissez cet homme alors. Vous avez traîné ça jusqu'ici. Donc, il est entré en contact avec la compagnie Révillon et Frères, qui était l'une des compagnies de fourrure les plus influentes du monde dans ce temps-là, et même jusqu'en 1936. Fun fact. Ah, J'ai beaucoup de fun facts. la baie les a outlived. Ouais. Coucou. Et les gens de chez Révillon et Frères lui ont dit avoir reçu des lettres adressées à Joseph Grasset, ce qui signifiait qu'il était à leur emploi. Et puis là, la chasse à l'homme époustouflante s'est soldée quand le détective Lapointe de la police montée ou de la police de Montréal, on disait les deux dans les journaux, a transmis au détective McCaskill des informations comme quoi Grasset se trouvait à Fort Albany, en Ontario, à quelques 700 000 de là, effectivement à l'emploi de Révillon et Frères. Fin de la chasse à l'homme. Ah, c'était facile. C'était vraiment pas très compliqué de le trouver. My God. Bon. Maintenant, viennent les explications. Oh là là lalou. En apprenant qu'il était... expliquer. Il pouvait tout expliquer. En apprenant qu'il était recherché par la police pour avoir tué et mangé le pauvre Auguste Lemieux, Joseph Grasset, qui était apparemment surnommé par les Autochtones Firewater Boss, pour une raison que j'ignore complètement, mais boy oh boy que j'aimerais connaître. Mais ça slappe. Ça slappe en tabarnouche. Il s'est empressé de se livrer aux autorités, namely le détective Lapointe, qui l'a escorté jusqu'à Roberval pour que soit rouverte l'enquête du coroner, Dr Constantin. Parce que là, on est désormais en avril 1909. Oh my God. Fait que Ça fait un bout. le cadavre a été retrouvé en avril 1908. L'enquête du coroner avait été ouverte au mois de juin de cette année-là, mais là, on est presque un an plus tard. Bon, le docteur Constantin devait être tanné rare de parler de cette histoire-là à ce moment-là, mais les journalistes, eux, étaient transis d'excitation. I just can't get enough. Just can't get enough. En effet, les journaux semblaient totalement sous le charme de Joseph Grasset, qui était décrit comme un jeune homme élégant et qui a de bonnes manières, et qui s'était, qui plus est, cassé le bessic à faire 300 000 en raquette de Fort Albany à la baie du Son jusqu'à Cochrane en Témiscamingue, rien que pour rencontrer le détective Lapointe, qui l'a ensuite escorté pendant un trajet de 700 000 en train, rien que pour se rendre à Roberval, rien que pour paraître devant le coroner. Dites-moi pas que c'est pas un bon gars, Hey. ça! Hey, Ça, c'est un bon gars. ça là. Ça, là, Hey, upstanding Ça, c'est un citizen, bon mais Jack. ce n'est pas un citizen, c'est un Français. Bon. c'est comme ça qu'on sait
que quelqu'un est une bonne personne, il se Voilà. promène en raquette. Mais quel homme serviable! Quel homme serviable. On disait aussi que c'était un homme délicat et brun qui s'était déjà illustré dans un marathon. Délicat et brun. Il était délicat et brun. Mais c'est pas un café, c'est une personne. Non, mais il était délicat. Et il avait les cheveux bruns. Ah, je I pensais guess. que bronzé. Non, on a Ok. les cheveux bruns. Je t'ai montré sa photo, d'autres. Ah oui, c'est vrai. On a sa photo, on pourrait la mettre sur les réseaux sociaux. Oui, on va la mettre. Et c'est maintenant que je vous révèle tout ce qu'on avait appris lors de la première enquête, durant laquelle le docteur Constantin s'était évertué à interroger tous les Autochtones du monde. On s'en rappelle. Tous. Donc, Tous. on avait... Bon, d'abord, il y avait eu le témoignage de Joe Curtness. C'est lui qui avait raconté au docteur Constantin tout ce qu'on sait déjà. Fait qu'il avait trouvé le campement abandonné. Il était là quand le corps a été retrouvé par l'équipé des frères Mackenzie. Tous ensemble, ils l'avaient enterré. Puis, Joe McCurtness... Je suis en train de tout mélanger. Les Mackenzie, les Il est McCaskill, devenu puis les écossais. Curtness. Voilà. Joe est allé l'exhumer à la demande du coroner, blablabla. Tout ce bout-là, vous le savez déjà. Puis ensuite, dans la première enquête du coroner, on a appris des choses qu'on ne sait pas encore, qu'on savait pas encore, mais moi j'ai su, mais je vais vous les dire maintenant. La veuve d'Auguste Lemieux est venue comparaître. Elle s'était depuis remariée avec le frère d'Auguste, Joseph. On était en juillet 1908 et Auguste Lemieux avait disparu en décembre 1907. Yo, madame! Madame! Pourquoi la veuve est-elle comparue en cours pendant l'enquête du coroner? Eh bien, c'était pour dire qu'Auguste Lemieux l'avait abandonné tout seul avec leurs 4 enfants et un 5e qui était né quelques jours après son départ seulement Oh. pour aller galivanter dans le bois avec Grasset et Bernard. Maudit Et qu'Auguste responsable. était juste allé guider Grasset... Oh, pardon. Auguste était allé, pas juste, mais il était allé déjà guider Joseph Grasset à 2 reprises dans le passé, après quoi il aurait juré qu'il ne referait plus jamais ça parce que Grasset était un homme difficile à contenter et trop exigeant. Mais il avait ensuite vraisemblablement refait pareil et ça avait causé sa mort. Oh, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, chérie, je te le jure. Je te jure. Am I the asshole? Mais là, c'est correct. Oui, je vais retourner guider un Français dans le bois. Ma femme est pas d'accord. Elle m'a dit My à ça. wife 31F and R5 kids. Donc, pourquoi il est venu raconter ça, je sais pas. Et ensuite, le coroner a fait comparaître les docteurs Fluman et Brassard, qui avaient procédé... F-L-U-H-M-A-N-N. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Qui avaient procédé à l'autopsie de Lemieux et qui ont conclu que le pauvre Auguste Lemieux avait reçu un gros coup à la tête avant d'être mangé, comme quoi il aurait été tué pour être mangé. Mais Ouais, qu'est-il arrivé à cette histoire de coup de poignard, me demanderez-vous? Oui. Mais moi, j'allais dire, c'est comme dans les cartoons, là, les cougars, ils ont mis une roche Oui, dans un arbre, puis là, ils ont fait tomber sa tête. c'est comme puis le ça fait Roadrunner. boink. Oui, c'est ça, ça fait boink, puis il a fait wow, puis il y avait une spirale en haut de la tête, puis des voilà, étoiles, c'est puis il a ça. fait, oh! Oh! Fait que là, qu'est-il arrivé avec l'histoire de coup de poignard qui avait été conclue qu'est-il par arrivé? À cela, je vous réponds que je ne fais que relater ce que disaient les journaux. Ah, Je ne suis que votre humble reliseuse de journaux et je n'y notre comprends rien humble pantoute. relateuse. Donc, je dis qu'il a peut-être reçu un coup sur la tête et un coup de poignard. Tout. C'était un combo à la fin d'un combat de Mortal Kombat. Bon. Finish him! Exactement. Combo. Fait que là, c'est ça qu'on avait appris dans la première enquête du coroner. Là, on est D'accord. rendu à la... Ben, c'est la même, mais je dirais rouverte. Et on va enfin savoir qu'est-ce que Joseph Grasset a à dire pour sa défense. Oui, on t'écoute. Grasset, ce jeune Français difficile, mais tellement chicks, était, selon ses dires, un estifi de bon gars, comme Oh. Auguste Lemieux. Mais oui. Voyez-vous, c'était lui la victime dans tout ça. Il était parti à la chasse en compagnie de ses 2 hommes de main, Lemieux et Bernard, et après plusieurs mois de maigre chasse, il avait pogné de l'engelure aux pieds et ses compagnons l'avaient lâchement abandonné dans le bois avec son chien et des provisions. Il se dirigeait, comme on le sait déjà, vers le campement près du lac Chibougamau et devait revenir voir Grasset avec des provisions, où Grasset allait les rejoindre après s'être soigné les pieds. C'est pas clair. Mais en tout cas, il y a certaines fois où est-ce qu'il avait dit que les autres l'attendaient avant de repartir à Roberval. How dare you die on my watch? Yes! En tout cas, les 3 s'étaient splittés les provisions qui leur restaient, soit, pour l'anecdote, 25 livres de farine, 5 livres de lard et 5 livres de graisse. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je pense que tu fais juste du pain. Ouais, je suis comme les pires crêpes du monde. Les pires crêpes du monde. Donc, ils se sont splittés ça et ils sont partis. Lemieux et Bernard, ils sont partis. Ils l'ont laissé tout seul dans le bois. Et au bout de quelques jours, Grasset, il était bien affaibli et mal en point. Et il s'est dit que plutôt que d'aller vers le campement puis rejoindre les autres comme qu'il avait dit, il allait simplement redescendre à Roberval tout seul. En chemin, il avait eu une série de malchances. D'abord, il était passé à travers la glace et s'était réengeluré les pieds. Ça va mal. Ensuite, trigger warning, mort d'animaux. Son chien était mort. Oh, Oh. petit toutou. Non, on sait même pas c'est quoi son nom. C'est tellement poche, les journaux.
Il avait ensuite quitté son campement et sa chance avait tourné. Il avait été contraint de laisser son fusil au campement parce qu'il était trop faible pour le transporter, mais il avait eu la chance de rencontrer un gentil autochtone qui était prénommé Paul. Et Paul lui avait donné de la nourriture, il l'avait accompagné vers un autre groupe d'Autochtones qui s'en allait vers la baie du Tson. Et avec ce groupe, il est allé jusqu'à Rupert House et ensuite jusqu'à Moose. Il avait l'intention de gagner son chemin de fer, puis il s'était retrouvé à l'emploi de Rivillon et Frères, et bim bam bim, on était genre 1 an et quelques plus tard en 1909. Ça va chez la baie, il y a des ventes sur le creuset. Ah oui, absolument! J'avais justement besoin de m'acheter une presse française. Wow! Grasset a aussi témoigné quant au tempérament de ses deux compagnons. Selon ses dires, Auguste Lemieux avait un caractère doux et pacifique. Il était courageux et vaillant. Et Bernard, quant à lui, je cite, se laissait facilement démoraliser par les événements et n'était pas aussi brave que Lemieux. Il y avait des bad vibes. Il y avait des maudits bad vibes. Au terme de l'enquête du coroner, le jury était convaincu de 3 choses. 1. Auguste Lemieux a été tué et mangé. 2. Je veux dire. Joseph Grasset n'était responsable d'absolument rien. Autre que d'être beaucoup trop sexy. Et d'avoir couru un marathon. Et 3. Gabriel Bernard devrait être mis en état d'arrestation et questionné quant à cette affaire s'il refaisait un jour surface. D'accord. OK, on peut-tu faire une petite parenthèse, là? Mais bien sûr. Comme, je veux dire... Clairement, Gabriel il est mort. Gabriel Bernard, il est mort dans le bois. Oui. Puis, moi, là, le témoignage de Joseph Grasset... Je suis pas trop sûre. Je suis pas trop sûre pour plein de raisons. Premièrement, parce que, tu sais, soit il était censé aller rejoindre les autres, ou les autres étaient censés le rejoindre. Fait que au début, il disait « J'étais censé aller rejoindre les autres au bout d'une couple de jours. Finalement, j'ai changé d'idée puis je suis reparti pour Robert tout seul. » Si les autres l'attendaient à l'autre campement puis qu'il n'est jamais arrivé, là, c'est peut-être un petit peu à cause de lui qu'ils sont morts de faim. Oui, en effet. Ouais. Ou en fait que comme Bernard aurait tué l'autre puis qu'il l'aurait mangé. Pour essayer de survivre un peu plus longtemps. Ou sinon, c'est peut-être possible que Joseph Grasset, il était là puis il avait tué Auguste Lemieux. Puis que toute cette histoire, c'était pour se sortir de la merde. Puis qu'il a abandonné son fusil pour avoir l'air moins suspect. Voilà. Mais on ne le saura pas, malheureusement. Les Américains présentement qui nous écoutent sont comme « Le crime, c'est d'avoir abandonné un fusil! » Je suis d'accord avec eux. I would die from a gun! Mais là, excuse-moi, je comprends pas son affaire de... J'étais trop faible pour traîner mon fusil. C'est pas si lourd que ça, là. Non, c'est ça. Mais même ça, c'est pas si lourd que ça. Avec ses pieds engelurés pis tout. C'était... En tout cas... Je trouve qu'il y a beaucoup de discrepancies, mais tout le monde était totalement sous le charme de Joseph Grasset, qui a été exonéré immédiatement. Puis là, au début... Auparavant, dans les journaux, il était comme « Oh, c'est non mais plate, Gabriel Bernard, il est mort! » Puis après l'enquête du coroner, il était comme « Gabriel Bernard, c'est un terrible cannibale, il faut l'arrêter! » Et en plus, il est belge! Oh mon Dieu, c'est épouvantable! Renvoyez-le en Belgique! Alors, c'est ça qui s'est passé. Anecdote amusante, fun fact de cours. Oh. Pendant le témoignage de Grasset, un trappeur du nom de Potvin, qui est un bon ami de Joseph Grasset, était présent et il s'entêtait à faire des interventions à tout bout de champ pendant le témoignage de Joseph Grasset pour corroborer ses affirmations et aussi pour le corriger sur sa prononciation des noms des lieux qui étaient selon lui trop françaises. Je suis coupable de cela. Oh. Et le docteur Constantin devait constamment le rappeler à l'ordre. À la fin des procédures, Potvin a de nouveau pris la parole pour clamer haut et fort que son ami était innocent et que selon lui, les coupables étaient, et je cite, « les métis qu'il haït, dit-il, parce qu'ils ont volé des fourrures dans les bois. » Non, 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 on dit pas ça ici. Aussi, la réponse à la question que personne n'a posée, monsieur. J'ai pas compris ce bout-là, ça n'a pas de bon sens. À l'ordre, bang, bang, bang. Donc, non, c'était... Racism not allowed. Non, 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 non. Et en parlant de racisme, Grasset a donc été exonéré. Et fun fact, même si le producteur général... Le producteur... Le produit tout. Ouais! C'était genre François Gagnon. C'est moi qui le produis. Donc, on va parler de racisme, mais pas tout de suite. Mais Grasset a donc été exonéré. Et fun fact, même si le procureur général a émis un mandat d'arrestation officiel contre Victor Bernard... Bernard n'a jamais été retrouvé, donc jamais arrêté, ni rien. Je pense que c'est parce qu'il est décédé. Parce que ça se peut que c'est lui qui était mort en dessous du petit tas dans le bois quand que le sympathique autochtone avait décidé qu'il voulait pas... My money is on that. My money too. Puis je veux dire, j'ai pas dit qu'il était sympathique par sarcasme parce qu'il aurait dû le prendre avec lui, mais je pense que comme... C'était probablement lui qui était mort dans le bois. Ouais. Mais bon, on le saura pas. C'est un des mystères de la vie. Et finalement, peut-on questionner la véracité du récit de Grasset? Je l'ai déjà faite et la question se pose, mais malheureusement, c'est la fin de l'histoire. Mais, même si c'est la fin de l'histoire, ce n'est pas la fin des anecdotes random que je peux vous raconter. En effet, I'm here for that. Le 5 mai 1909,
On annonçait dans la presse que Joe Curtness, qui avait découvert le cadavre de Lemieux, a intenté une poursuite en justice contre un dénommé Édouard Morin, qui était un de ses voisins, qui l'a accusé d'avoir été l'auteur du meurtre d'Auguste Lemieux. Because racism. Malheureusement, je n'ai pas réussi à dénicher la fin de cette histoire, mais j'ai trouvé dans les journaux d'autres affaires intéressantes à propos de Joe Curtness. Yeah. En 1917, il a participé à la Première Guerre mondiale. Il a été blessé au combat. Il a reçu une médaille. Il est décédé le 24 décembre 1942 alors qu'il revenait de l'église. Il y a eu un accident avec sa carriole ou son char. Non, son char. Oh non. Probablement son char. Il a survécu à la Première Guerre mondiale. Oui. Puis il est mort dans un accident de carrosse. De carrosse. Son fils, Gabriel, est devenu chef de communauté de facto, et un de ses descendants, qui s'appelle Rémi Curtness, est le cofondateur de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, et semble encore très impliqué dans la vie sociale et politique de Merchteu Yachts. Oh, ça me rend de bonne humeur. Je sais. Et Joseph Grasset, quant à lui, qu'est-il arrivé avec lui? Tout ce que j'ai pu dénicher sur le reste de sa vie, c'est deux affaires bien random. C'est qu'en 1911, il était chef du poste de traite de fourrure de Révillon et Frères à Fort Albany. Il s'est éventuellement marié avec une femme Inuk nommée Sarah Coppercrock et a eu une fille en 1924 nommée Suzy. En 1927, Grasset a abandonné sa famille. Il est retourné en France, puis il n'est jamais revenu. Puis c'est parce qu'en fait, il a dit après que Révillon et Frères l'avaient envoyé ailleurs. Il était à Wakeham Bay, puis là, il s'en allait dans un autre baie, je sais pas quoi, pour travailler pour Révillon et Frères. Mais il n'avait pas averti sa femme puis sa fille. Mais éventuellement, il a retrouvé sa femme puis sa fille, puis là, il a pris sa fille, puis il l'a emmené vivre avec lui en France en 1932. Mais il a abandonné sa femme. Oui, mais elle s'était remariée entre-temps, c'était correct. Good Puis for elle a eu her! comme plein d'autres enfants et tout, Ah oui. ben, tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Donc, j'ai trouvé ça sur la vie de Joseph Grasset. Maintenant, revenons à Maria Chapdelaine, je vous en ai parlé au début. Louis Aymon, Le roman préféré de tout le monde. De tout le monde. Louis Aymon, l'auteur de Maria Chapdelaine, était un écrivain français né à Brest en 1880, qui a vécu au Québec de 1911 à 1913. Donc, tout le monde dit que c'est comme un des plus grands écrivains du Canada français. Il a vécu ici 2 ans. Durant son court séjour, il a entendu parler de la triste histoire d'Auguste Lemieux et il s'en est très loussement inspiré pour créer le personnage de François Paradis, un des prétendants de Maria Chapdelaine dans le roman du même nom. Et comme ça, Auguste Lemieux est entré dans la légende populaire, bien que le roman de Louis Aymon ne fait aucune mention de cannibalisme. Bon. Je sais, quand quelqu'un nous avait recommandé ce cas-là, je me disais comme... Ça a inspiré Maria Chapdelaine. Ça a comme pas rapport pantoute. Cannibalisme dans Maria Chapdelaine. OK. Dernier fun fact. Oui. Que je t'ai conté tantôt. Oui. Maria Chapdelaine a été publiée de manière posthume parce que, en 1913, à l'âge de 32 ans, Louis Aymon et un ami australien sont morts. Ils se sont fait happer par un train du CN alors qu'ils voyageaient dans l'Ouest canadien dans un accident qui reste à ce jour inexplicable. Est-ce qu'il y avait la Madame Cocoon en avant qui criait « Oui! » Non, elle était sûrement pas... Sinon, elle s'est fait splasher Saint-Henrard. Et c'est tristement ainsi que se termine l'histoire de la fois qu'un homme nommé Auguste Lemieux a été tué et mangé sur le lac Ashwap-Mouchouane. Fin. Mais quelle histoire F-A-I-M. Oh non! Oh non! Non! Tout soon! Et voilà. Oui, quelle histoire étrange. Quelle histoire étrange. Mais moi, je suis sûre à 2 millions de pourcents que ce ne sont pas des personnes autochtones qui sont responsables parce qu'elles savent survivre dans le bois. C'est là qu'elles vivent. Elles n'ont pas besoin de tuer les gens. Non, mais le trappeur pas de vin, il n'y avait pas rapport avec rien. Non. Il n'y avait pas rapport avec rien. Aucun rapport avec rien. Ils ont volé mes fourrures, fait que c'est Lui clairement avec- eux qui ont mangé quelqu'un. Ouais, c'est... d'accord. C'est deux choses You qui sont pas wouldn't reliées. steal a car! You wouldn't steal les fourrures de la baie du Thon. Oh! Mais je veux dire... You wouldn't eat Auguste Lemieux! Mais je veux dire, Ouais. est-ce que les trappeurs, c'est pas eux qui volaient les fourrures? Parce que, comme, colonialisme. Oui, mais Joseph Grasset serait pas d'accord avec toi. OK? Puis en plus, il était élégant, Oh my délicat God. et brun. Oh my God. Je m'excuse. Oh my God. Oh my God. Fait que c'est ça. C'était l'histoire de... C'est un des cas prouvés d'anthropophagie qu'il y a eu au Québec. Puis là, ça fait comme 2 fois que je vous parle d'anthropophagie avec l'histoire de l'Identicostie. Catherine, notre naufrage résidente du Granicus. experte en cannibalisme. En cannibalisme canadien-français. Ah, j'ai Ah. hâte à ton livre de recettes. Ah, ça va être excellent! Non, c'est ça, c'est un peu étrange. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun comme histoire à chercher dans les journaux. Ben, ça m'a paraissait comme que t'étais dans réconcilié ton avec élément, l'amour. Oui.
J'ai fait la paix avec l'amour Ah. et avec les mauvais commentaires qu'on a reçus sur Apple Podcast. Et avec le racisme envers les personnes. Non. Oh my God, non, ouais, je me sentais tellement mal. Fait que c'est pour ça que je suis tombée dans un rabbit hole infini de comme trouver la généalogie de Joe Curtness. Là. Puis j'ai trouvé comme tellement d'affaires. Puis j'étais vraiment contente de trouver des détails sur sa vie. Puis comme. Mais je trouve ça. Moi, je t'applaudis pour ça. Je trouve ça vraiment cool. Puis vraiment important aussi, justement. Parce que les personnes autochtones dans cette histoire-là. C'est drôle, c'est pas moi qui ai fait la recherche, mais je me doute qu'ils n'ont pas été bien représentés. Oh my God, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Puis c'est ça. Je suis comme, j'ai même pas besoin Moi, de faire de je recherche. trouvais ça vraiment funky fresh. Qu'il y avait, pas dans le bon sens, mais qu'il y avait encore de la traite de fourrure en 1908. C'est vrai que c'est rendu Je trouvais que c'était tard. C'est ça. Je trouvais que c'était vraiment Je veux dire, tard. on commence à avoir le téléphone, il va avoir la guerre dans pas long. Là. Ouais, je sais, mais il était pas encore prêt à la guerre. Mais Joe Curtness, il était prêt, lui, il est allé. Il était prêt. Hey. Puis je trouve que, justement, les personnes autochtones qui ont participé aux guerres mondiales aussi, c'est des choses un peu écartées, parce qu'elles Ouais. y ont été, elles ont aidé. Ben non, je sais. Puis c'est les Navajos qui ont craqué le code. Fait que ça aussi, je trouve que de mentionner qu'est-ce que Joe a fait après le cas, c'est tout autant pertinent, justement, parce que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, la participation des personnes autochtones aux grandes guerres. Ben non, absolument pas, parce que je veux dire, c'est encore les propos controversés, là, mais dans ce temps-là, justement, les minorités, puis je vais inclure là-dedans les Canadiens français, étaient un petit peu comme de la chair à canon. Oui, allez en avant du bateau, là. Oui, En avant. oui. Fait que c'est encore plus exceptionnel que il en est revenu, là. Ah oui. Puis surtout à l'âge qu'il avait, parce qu'il avait comme quasiment 40 ans en 1908, fait qu'il en avait quasiment 50 quand il était allé en 1917, quand il est allé se battre. Fait que, en tout cas, tout un homme. Quel homme. Puis, j'ai des photos de lui. Oh! Il est dans les photos parce que j'ai trouvé dans les journaux, ils ont mis des photos de tous les hommes quand ils sont allés enterrer Auguste Lemieux. Et il y a comme une boîte sur la photo qui a l'air de faire comme 2 pieds par 1 pied. Puis je suis comme, oui, tabarnouche! C'est pas le fun d'enterrer Ça- des petits bouts d'hommes dans Ça veut une dire qu'il petite reste pas boîte. grand-chose. Je suis pas trop sûre. Mais c'est ça, il figure sur les photos, ce que je trouve qui est vraiment incroyable. Puis il y avait aussi d'autres gens qui avaient des beaux noms, comme Tite Robertson, qui était, je pense, comme son neveu, ou je sais pas qui. Ça avait l'air d'être un enfant, mais j'étais comme pas sûre de c'était qui. Mais en tout cas, il y a toutes les photos des gens, y compris Alfred Perron, que je savais pas c'était qui. Il est sur la photo qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Fait que je trouve ça quand même génial qu'il y avait comme 0 photo d'Auguste Lemieux nulle part, mais il y avait des photos de Joe Curtness. Écoute, Yay! c'est- On peut pas tout avoir. On se Puis du console. sexy Joseph Grasset, qui était quand même vraiment beau. C'est ça. il était élégant, délicat et brun. Comme nous deux. Il a l'air d'avoir comme un beau regard ténébreux. Il a comme un nez droit et fin, Oh. une belle barbe. Puis soit des cheveux funky ou un gros chapeau. Regarde. Je pense que c'est un chapeau. Moi aussi, parce que pense sinon, que il y a c'est un des maudits gros cheveux. Fait que c'est ça. Oh, wow. Voilà. Alors, Fait que c'était la fin de mon histoire. ah, mais Yay. c'était super intéressant. Yay! Moi, j'ai aimé ça. Yay! J'espère que vous aussi. Merci de m'encourager! Ben oui. Et Yay! là, c'était full Ça intéressant. va avoir une étoile sur mon cartable. Ben, bien sûr, tiens. Je suis très contente. Maintenant, je vais boire mon café. Je vais te donner une petite bine. Pouc, pouc. Yay! Alors, merci à tous et toutes d'avoir été des nôtres pour cet épisode palpitant de cannibalisme dans le bois. Nous sommes des nôtres. Alors, Nous savons manger Auguste Lemieux comme les autres. Non! comme Joseph Grasset. Oh, Controversé. Ben là, moi, je trouve que c'est très louche, son histoire, en tout cas. Puis là, tu sais, je veux pas dire des affaires encore plus controversées sur Joseph Grasset, mais comme, avait-il mangé son chien, peut-être? ben, je veux dire, ça aurait comment fait du sens. Ouais, c'est ça. C'est un peu épouvantable comme histoire. Mais bon, on veut pas faire de la Personne peine. n'a fait un procès pour le mangeage de chien. On veut pas faire de la peine Non. aux amoureux des chiens. Non. Alors, merci tous et toutes d'avoir été des nôtres. On espère que vous avez aimé ça. On espère que vous ne nous en voulez pas trop de prendre une petite pause en juillet pendant qu'on visite les Europes. Alors qu'on venait le contraire de Joseph Grasset. Nous, on s'en va de l'autre bord. On pourrait faire un spécial Europe pour nos prochains cas. On pourrait faire les Europes. On fait les Europes. Faisons les Europes. Faisons les Europes. Fêtons les Europes. Si vous avez des cas qui se sont passés dans les Europes, à nous recommander, faites-le. Mais quand l'épisode va sortir, on va probablement déjà avoir fait nos affaires. Oui, absolument. Alors, Je pourrais faire Jack the Ripper.
Oh my God! Oh my God! Surtout que ça a des ramifications avec le Québec. Ben oui! Hey, tu vas pas parler de musée Eden. C'était clairement le docteur canadien qui avait tué tout le monde. Spoiler! Spoiler! C'est clairement lui. Tu vas pouvoir parler de musée Eden. Aussi. Yes, sir. Yes, Babine. Éric Bruno. Ah. Quoi demander de mieux? Ah! Alors, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en allant sur Apple Podcast et nous donnant 5 étoiles et des critiques constructives Ah! ou des gentilles choses à dire. Ah oui, On absolument. l'apprécie toujours. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram, @unpeudecrime et @unpeudecrime dans ton café. Là aussi, vous pouvez communiquer avec nous, laisser des commentaires. Tu ris dans ma poche. Laissez des commentaires sur nos posts. Vous pouvez nous écrire en message privé si vous aimeriez nous recommander du café comme Karen l'a fait ou si vous aimeriez nous recommander un cas. Nous sommes toujours à l'écoute et on aime savoir qu'est-ce qui vous intéresse pour nous enligner dans nos prochaines histoires. Et si vous aimeriez aussi nous écrire un courriel, vous pouvez le faire unpeudecrime@gmail.com. Si vous aimeriez nous soutenir financièrement, ben vous êtes donc bien fins, vous autres! là! Nous avons un Patreon. Oh, la gang! Nous avons un Patreon où vous pouvez nous soutenir à différents niveaux. Alors, Je l'ai pas ouvert, OK, je l'ai ouvert! OK, OK! tu veux-tu les faire? Oui! OK, Je vais les faire très vite. vas-y. 3 piastres, shout-out. 5 piastres, shout-out. Discord. 10 piastres, shout-out. Discord. Une journée d'avance, épisode bonus. 15 piastres. Tout ça, plus 3 autocollants. 10% de rabais sur notre boutique Etsy. Yes, sir. C'est assez rapide à ton goût? Hey, Megan, t'es-tu fière de nous? Voilà! On essaie de le faire de plus en plus vite. Mais non, c'est ça, sérieusement, c'est une plateforme où vous pouvez nous soutenir. Il y a différents tiers. Vous avez droit à différentes contreparties. Toutes les informations sont sur www.patreon.com/un peu de crime. Voilà, si vous aimeriez mettre un peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy. Qui n'est pas une etsy.com. boutique Threadless. Non, je Qui l'ai est une changé. boutique. Oui, j'ai vu, pour pas que je me trompe. Qui est une magnifique boutique. Avec Alors, bien nous avons des belles affaires. des Vous allez regarder t-shirts. notre boutique tout de suite. Des sweatshirts, des tasses, des trucs comme la chape de laine de Catherine. Si vous aimeriez être démarrer à chape de laine. C'est la première fois qu'on commandait le sample. Puis Ouais. il est pas comme parfaitement magnifique, mais il est assez beau. Il est satisfaisant. Satisfaisant, ce qui est comme. Ce qui est bien. Non, mais on on y va travaille. peut-être on y retravaille. en offrir d'autres designs à un Voilà. moment donné. Mais en tout cas, nos chandails, ils sont beaucoup plus Ils que sont satisfaisants. magnifiques. Ils sont incroyables. On a des sweatshirts et des t-shirts. Plein de couleurs. Puis c'est à peu près ça. Voilà. Et Oui. sinon, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver dans la communauté Un peu de crime. Va-tu fort? Alors, shout-out, Sean Larouche, qui s'est abonné Oh. pendant notre lunch. Alors, t'as ton shout-out à toi tout seul. Oh. Merci beaucoup pour le soutien. On espère que tu vas aimer tes nouveaux avantages. Oh, oui, bonjour. Alors, si vous en avez assez, vous êtes fatigué, vous voulez aller relaxer, c'est correct. On se revoit au mois d'août pour plus de crème et plus de café. Et sinon, pour ceux qui disent « Oh non, je vais tellement m'ennuyer de vous » et qui voulaient rester encore un petit peu, on va faire les 2 minutes de stats. Maintenant! Docteur Catherine! Oui! Mon Dieu, vous avez mué! Bonjour! Vous avez sniffé de l'hélium. Oh, j'ai sniffé de l'hélium. Alors, C'est ça qu'on fait. On se met des patchs de fentanyl sur le chest puis on sniffe de l'hélium dans les garde-robes. wow, les Gen Z, vous êtes fascinants. Il vient d'arriver quelque chose d'épouvantable. Quoi donc? Dis-je en buvant dans ma grosse clean canteen. Vous rappelez-vous de cette femme qui Non. était arrivée parce qu'elle était tombée à pleine face sur une clôture puis elle s'était empalée sur Oui. une clôture. Puis là, il a fallu lui donner un shot de tétanos. Il était manouche. Je me rappelais pas du shot de Me tétanos, mais semble. sinon, ça Mais m'avait c'est ça qu'il faut empêché faire de dormir. Ben, je sais pas. Moi, je pensais qu'elle s'était empalée sur une clôture en bois, mais j'avoue que ça, il faudrait qu'elle soit pointée en tabarnouche, ta clôture en bois. J'avais Oui. pas pensé à ça. Fait que faites attention, là, les gens qui aiment ça faire du patin à roues alignées. Ouais. Mais là, Hein? on a demandé à la madame, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qui est arrivé? What the fuck? Ouais. Ah, ça ouais. n'arrive pas tous les jours, voyons donc. Ouais. Alors, on apprend que la dame, c'est parce qu'elle avait vu quelque chose de vraiment beau, puis qu'elle voulait le ramasser, puis qu'elle, dans la vie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ramasse des vieilleries. Mhm. Puis là, comme elle les retravaille, puis elle les revend, Oui. tu sais. Oh, sur Etsy. Elle fait du refurbishing. Refurbishing. Elle fait du refurbishing. Elle trouve des vieux meubles. Oh. Elle les retape, puis elle les revend. Puis son refurbish. Elle les refurbish. Allez, refurbish. Fait que, Ouais. là, elle avait vu quelque chose de vraiment beau, puis elle s'est enfargée, puis elle est tombée Oh non! dans la clôture. Oh non! Mais là, Mais comment tu fais ça? je sais pas.
Je sais pas non plus. sais L'autre pas, jour, mais j'ai maintenant, passé j'ai peur des par-dessus une clôtures. clôture avec une de mes amies en retournant chez nous. Mais c'est dangereux. J'avais genre jamais fait ça. Je C'est sais, dangereux, je fais pas sais. ça. C'était full dangereux, mais on a été correct là. OK. Mhm. Phew. Mhm. Ah oui. On apprend que, en plus de s'être empalée, elle a une tumeur dans le poumon. Oh mon Dieu! Tu sais, quand ça va pas bien, là. C'est ça, j'allais dire. Mondays. Oh, Misery Loves Company, comme qu'on Hey. dit. Oh non, 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 non. Puis qu'on apprend Oui. que c'est probablement à force qu'elle retape des vieux meubles puis qu'elle a respiré des produits chimiques comme du vernis Oh non! sans porter un masque Oh et dans non! des espaces bien ventilés. Alors, si on a des menuisiers, des menuisières qui nous écoutent, mettez Oui. votre masque puis allez dans des espaces bien aérés. Oui. Si on a des peintres à l'huile aussi, c'est important. Des gens Oui. qui font du graffiti. Mais pas les peintres à l'eau, vous autres, vous pouvez Non, faire vous n'importe autres, quoi. vous êtes corrects, Ouais, mais c'est faites- correct. Faites pas comme moi, trompez-vous pas de tasse. Non. Non. Ça m'est déjà arrivé. Beaucoup plus. Pas juste une fois. Fait que, là, on lui dit, Madame, vous avez le cancer. Oui. Il va falloir que vous voyez notre oncologue, Normand d'Amour, avec sa couette. Mhm. Il va peut-être vous gut punch. Ça se pourrait. Il fait ça des fois. Mais là, la Oui. madame, on lui demande, est-ce qu'il y a de la famille qu'on peut prévenir? Puis elle dit, non, ma fille est partie, puis je l'ai jamais revue, on s'est chicané. Puis je veux pas que vous parliez à ma mère. Non. Mais là, Pas louche pantoute. pendant qu'elle est à l'hôpital, elle arrête pas de comme recevoir des commandes. Oui. Comme des commandes de meubles puis des vinyles. Puis là, Suzanne Clément a dit Madame, qu'est-ce qui se passe? Puis la madame a dit c'est parce que j'ai vu ça sur Internet puis j'ai pensé à vous, c'est un cadeau pour vous. Quoi? Puis là, Suzanne Clément a dit non, j'ai pas besoin de ça, moi. Mais là, à toutes les fois que quelqu'un va dans sa chambre, il y a comme plus en plus de meubles. OK. Puis là, Isabelle, notre chirurgienne super sympathique, Mhm. comme elle rentre, il faut qu'elle passe par-dessus les boîtes puis pour lui parler, puis elle dit Madame, faut que vous arrêtiez, là. Mhm. 100%. Puis là, elle est comme non, mais tu sais, quand je vois quelque chose C'est pas d'intéressant. votre maison pour toujours, c'est une chambre d'hôpital. C'est là. ça. Quand je vois quelque chose d'intéressant sur Internet, il faut que je l'achète, tu sais, c'est mon travail. Puis là, finalement, Patrick Labbé finit par se rendre compte. Je pense que c'est une hoarder. Elle est atteinte du syndrome de... C'était quoi déjà? Je sais pas, d'accumulement. Non, il y avait... L'accumulation. C'était un nom, le nom de quelqu'un dans la mythologie grecque. J'avais pensé. Mais bon, Voilà. Ouais. alors, c'est quelqu'un qui a de la misère à jeter des choses. Fait que là, on réussit à prévenir sa mère, puis là, elle est vraiment fâchée, elle veut pas parler à sa mère, elle l'envoie promener. Puis là, sa mère a dit non, moi, je vais rester là, je vais m'occuper de toi. Puis là, elle décide de faire quelque chose de gentil pour sa fille en attendant, puis d'aller faire le ménage de sa maison. Mhm. Sans y dire, parce que, comme on dit, elle a un problème de santé mentale, elle n'est pas capable de jeter des choses. Mais là, quand elle arrive, elle fait le ménage, elle engage des déménageurs, gros ménage, puis à un moment donné, il y a un déménageur qui crie, Mhm. parce que là, tout le monde vient voir. Qu'est-ce qui arrive? Puis là, on se rend compte que sa fille, avec qui elle s'était chicanée, puis qu'elle était partie, puis qu'elle n'avait plus jamais revu, elle n'était pas partie. Elle est décédée, effoirée, par un armoire. Elle était partie dans l'au-delà. Elle était partie dans l'autre monde. C'est le syndrome de Diogène. je Ah, l'ai le trouvé. syndrome de Diogène. Voilà. Alors, elle n'était jamais partie, elle était prise en dessous d'un meuble. Et elle n'a pas pu appeler à l'aide. C'est comme vraiment épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Alors, à l'hôpital, on lui annonce, votre fille, elle n'était pas partie. Elle est toujours restée avec vous, en dessous d'une armoire. Pas les phrases à deux scènes, elle est encore avec toi dans ton cœur. Non, elle est encore littéralement avec toi, prise en dessous d'un meuble. Oh, je suis mal à l'aise. Littéralement prise en dessous d'un meuble. Alors la dame se met à hurler. Elle se désorganise comme sa maison. Et je me rappelle plus qu'est-ce qui arrive après ça. Moi J'ai un non blanc. plus. Ben, je sais qu'il y a une enquête du coroner, Ouais. puis que là, ils savent pas, ils sont pas capables de déterminer si elle était au courant que sa fille était là ou Ouais. si elle était pas au courant parce qu'elle est trop désorganisée. Mais après ça, je pense qu'ils ont juste oublié ce plotline-là. Oui, je me rappelle. Je sais que. Parce qu'elle a même pas eu ses traitements d'oncologie non Je plus. On sais l'a juste jamais revu, On cette l'a madame-là. juste pas revu, mais je Non. me rappelle aussi que Patrick Labbé en profitait pour comme avoir des joutes verbales avec la coroner, parce que elle l'accusait d'avoir été irresponsable avec le monsieur qui s'était fait sauter. Ah oui, ça, on va en parler d'une autre fois. On en avait déjà parlé. On en a déjà parlé du monsieur qui s'est fait Peut-être sauter? pas. Non, je pense pas. Non. Il était pas réglé. Il était pas rayé dans notre beau tableau Ça va Excel. être une histoire pour une autre fois, Oui. mesdames et messieurs. Oui. Alors, Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Hey, il me semble que comme c'est encore pire que District 31 pour Oui. les histoires qui finissent en queue de poisson. Comme on sait jamais des conclusions de rien ou si quand on les raconte. Dr Catherine et Dr moi-même, on a oublié quelque chose, cher stagiaire, Mhm. rappelez-le nous.
Chers infirmières d'agence. Yes! Infirmières et infirmiers d'agence. Oh, les infirmières d'agence! Rappelez-le-nous. Yes! Mais sinon, c'est ça. Ouf. La jeune fille, elle était pas partie. Elle était prise Mais en comme... dessous d'un meuble et j'étais vraiment choquée. Mais c'est C'était vraiment dégueulasse. dramatique, mais je questionne le réalisme de ça. Parce que je veux dire, le meuble, là, pour qu'il tombe dessus puis tu meurs, puis que comme ta mère t'a pas entendu crier s'il était dans la même maison ou whatever, faut qu'il tombe fort en tabarnouche ou qu'il soit lourd Ben, en c'était quand même un tabarnouche. gros meuble antique. Je veux dire, les grosses armoires antiques en meubles, en bois vraiment très cossu, je pense que ça peut écraser quelqu'un. Je veux dire, on parle pas d'une armoire Ikea en contreplaqué. Non, c'est ça. Parce que, ben, il y a des commodes Ikea qui ont été rappelés, parce qu'il y a des enfants qui sont morts. en Oh, dessous. mais ça, c'est des enfants. Hein. Ça, c'était une Ouais, jeune ouais. fille de 21 ans ou je sais pas quoi. Ouais, Là. mais quand même, je veux dire, des C'était vieilles pas armoires un antiques. poupon de 3 semaines, là. Les vieilles armoires antiques, c'est quand même pesant. OK. Mais en tout cas, vous pouvez débattre. Est-ce que ça se peut? Mais moi aussi, je me dis, mais tu sais, une personne qui est vraiment dans une grosse situation de détresse, l'adrénaline, il y a des gens qui ont fait des choses Comme lever exceptionnelles, un char. comme lever une voiture. C'est l'exemple que tout le monde donne tout le temps. comme lever une voiture ou comme être capable de survivre à une chute, Lever un cheval. lever un cheval. Il y a des gens qui ont survécu de parachute qui s'est pas ouvert en tombant d'un avion. En tout cas, vous pouvez débattre. Il y a le d'autre qui s'est coupé un bras là, quand il était pogné dans un canyon. Là. Oui, Voilà. pas James Franco. Non, le vrai d'autre. Le vrai de vrai. James Franco, encore ses 2 bras, malheureusement pour les femmes. Et les hommes aussi, à ce moment-là. Pour les hommes aussi. Ouais, pour tout le monde. Parce que Ouf! c'est plus lui qu'on aurait aimé ça qui perd une main, il y en aurait Pas de moins pour pogner des discrimination. totons. Oh my God. Hashtag MeToo. Alors, Oh, c'est ce que j'avais à vous dire. Regardez Dr. ma photo de Catherine. Joseph Grasset encore. Ouais. Faut que je retourne plugger du monde sur des bolus de 10 cc. Yay! De même, là. Je plug. Félicitations. Je vais aller voler des patchs de fentanyl. Ah, yes, sir. Les Gen Z vont me fasciner. Yay! Fax, no printer. No games, no carnival. Stop! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.